Bonjour, mon nom est Brian Conway. Je suis infectiologue et directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver et professeur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Simon Fraser. C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de l'utilisation d'anticorps monoclonaux pour la prévention de l'infection à la COVID-19. On s'entend que notre première ligne de défense est celle qui nous a mieux servi tout au cours de la pandémie et la vaccination. Et dans cette analyse de 51 études durant la première phase de vaccination allant jusqu'à l'automne de 2021, il est très clair que le vaccin a réussi à réduire l'incidence des conséquences significatives de l'infection à la COVID-19 de l'ordre de 90 à 99 %, que ce soit l'infection sévère, l'hospitalisation, l'admission aux soins intensifs, et même et plus particulièrement les décès. Mais on a aussi remarqué dans cette étude de plus de 5 millions de résidents du Royaume-Uni, dont 1,5 appartenant à un groupe à risque de conséquences sévères de la COVID-19 et aussi d'une réponse réduite à la vaccination. On a remarqué que surtout chez les gens immunosupprimés, et quand on regarde la réponse vaccinale après 3 mois, que cette réponse peut être réduite jusqu'à 20 à 25 % au lieu du 90 % auquel on est habitué. Puis même chez des individus qui ont certaines comorbidités isolées, que ce soit une maladie cardiaque, diabète, neurologie, point de vue de maladie rénale, obésité morbide et autres, que l'efficacité vaccinale peut être réduite de l'ordre de 50 % Quand on essaie d'évaluer chez qui la réponse vaccinale peut être réduite, on note que c'est un groupe quand même hétérogène. Par exemple, on s'attendrait peut-être à ce que les gens qui sont sur l'hémodialyse aient une réponse réduite et tel ne semble pas être le cas en général. Les gens qui sont des greffés d'organes, qui reçoivent des thérapies immunosuppressantes très significatives, eux sont plus affectés. Et si on regarde tous les gens qui reçoivent de telles thérapies et certains cancers hématologiques, que les réponses sont potentiellement réduites chez un nombre significatif d'individus. On pourrait penser qu'une réponse à cela est de vacciner les gens encore plus. Et les études sur cette diapositive, quand même petites en termes de nombre d'individus qui sont inclus dans ces études-là, c'est quand même instructif. On voit que chez des gens, par exemple, des greffés rénaux, qui avaient une réponse vaccinale de l'ordre de 57 % ou de 43 %, c'est-à-dire après avoir reçu 2 vaccins, on leur donne un 3e vaccin, encore plus de la moitié ne répondent pas, et on a des chiffres qui sont quand même semblables chez un petit nombre d'individus qui sont atteints de leucémie lymphoïde chronique. Donc, peut-être que ce n'est pas 3 vaccins, peut-être que c'est 4 vaccins. Et dans cette, encore une fois, petite étude de gens qui ont reçu 4e dose du vaccin d'ARN Pfizer, 4e dose du vaccin d'ARN Moderna, on remarquera que 5 mois après leur 3e dose, il y avait une réponse quand même très atténuée au virus Omicron, donc une protection réduite. Et si on évalue chez ces 2 groupes de vaccinés que je vous présente, la réponse immunitaire après 1 ou 2 semaines d'un 4e vaccin, elle est quand même relativement bonne, mais demeure carrément inférieure, peut-être d'un ordre de grandeur, versus la réponse qu'on pourrait obtenir contre les sources, contre les vaccins, contre les virus originaux ou les virus variants, là, disons, du type Delta. Donc, le 4e vaccin ne sera pas nécessairement la réponse. Les populations chez lesquelles on s'attend à avoir une réponse atténuée au vaccin sont probablement de l'ordre de 3 % de la population générale aux États-Unis, que ce soit des gens qui ont des cancers du sang, sur chimiothérapie, des greffés, des dialysés, ou d'autres gens qui ont des problèmes immunitaires. C'est à peu près 3 % de la population. Et donc, 2,7-3 % de la population, on note que ça représente plus de 40 % des gens qui subissent les conséquences les plus sévères de l'infection à la COVID-19, l'hospitalisation ou autre. Donc, c'est une population
relativement significative, qui est quand même 3 de la population. Et si on ne développe pas de stratégie pour adresser la prévention de la COVID-19, c'est une population qui est à gros risque, à grand risque d'être hospitalisée. Donc, une stratégie, au lieu de les vacciner, serait peut-être sur une base passive de leur donner un haut titre d'anticorps. Et c'est d'où viennent les anticorps monoclonaux Tixagevimab, Silgavimab, donc Tixa-Silga. Donc, c'est deux anticorps monoclonaux humains qui s'attachent à deux épitopes différents de la protéine spike de surface du virus. C'est très efficace in vitro. Ça neutralise la plupart des variants. On va en reparler un peu plus tard. C'est une dose de 2 injections intramusculaires données en même temps avec une demi-vie prolongée de l'ordre de 6 à 7 mois. Il n'y a pas d'augmentation de la pénétration virale suite à l'attachement de ces anticorps, ce qui est un effet secondaire négatif qu'on aurait pu prévoir et tel n'est absolument pas le cas. Il y a un profil d'innocuité qui est très favorable et je vais vous montrer des essais cliniques qui ont mené à la disponibilité du Tixa-Silga de Evusheld au Canada. Donc, encore une fois, ces deux anticorps monoclonaux différents qui s'attachent aux protéines de surface, spike, du virus de la COVID-19, qui empêchent l'interaction entre la protéine de surface, le récepteur sur la cellule, et empêchent la pénétration virale et l'infection de la cellule. Donc, c'est un préventif qui est donné en principe à des gens qui ne sont pas infectés, qui éventuellement pourraient être exposés au virus, et ça empêcherait l'infection productive d'avoir lieu. Donc, l'étude clinique PROVENT, c'est une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. C'est une étude de phase 3, une étude randomisée à double insu qui avait pour but d'évaluer l'innocuité et l'efficacité d'une dose unique d'Evusheld, de Tixa-Silga, comparativement à un placebo dans une situation prophylactique chez des gens qui étaient non infectés. Donc, la population cible, c'était des adultes de 18 ans et plus qui n'avaient aucun historique d'infection à la COVID-19 et qui n'étaient pas infectés au moment de leur inclusion dans l'étude. C'est des gens qui étaient à plus haut risque des conséquences sévères de l'infection. Je vais définir les groupes dans un moment. Et les gens qui avaient une infection préalable ou qui avaient été vaccinés étaient exclus. Donc, la randomisation était 2 pour 1 en faveur de l'intervention active. Le critère d'évaluation primaire était la réduction d'incidence de maladies symptomatiques dues à la COVID-19 dans les 6 mois suivant la réception de l'injection. Et évidemment, l'évaluation d'innocuité. Je n'en parlerai pas tellement d'innocuité, mais c'était quand même une intervention là, qui a été jugée largement sécuritaire, avec aucune inquiétude qui a été soulevée au moment de l'évaluation du produit par les autorités gouvernementales. Donc, il y a 3 460 personnes qui ont reçu l'Evusheld et 1 737 dans le groupe placebo. Donc, plus de 75 des gens inscrits avaient des comorbidités significatives, que ce soit une maladie immunosuppressive en général, question de diabète, obésité sévère, maladie cardiovasculaire, pulmonaire, rénale ou hépatique. Je devrais vous dire qu'un des critères d'inclusion était simplement d'avoir 60 ans et plus. Donc, c'est pour ça qu'on note que 43 de la population était dans ce groupe d'âge-là. Et on se rappellera aussi là, que les comorbidités qui rendraient un individu éligible de participer à l'étude sont plus fréquentes dans ce groupe d'âge-là. C'était largement une population d'individus de race blanche, mais il y avait une représentation des autres races telles qu'indiquées à la droite. Donc, les deux comorbidités les plus représentées, c'était une obésité morbide, 42 adultes âgés de plus de 60 ans, 43 comme je viens de vous présenter. Mais il y avait aussi de 5 à 10 d'autres comorbidités significatives qui étaient représentées, que ce soit cardiaque, rénale, hépatique, pulmonaire ou autres. Si on regarde les caractéristiques démographiques de la population traitée avec le produit versus placebo, c'était quand même très comparable en termes d'âge, de sexe, de race ou de facteurs d'obésité
significative. Donc, c'était quand même très comparable. Donc, la première évaluation s'est faite sur une période de 150 jours, à peu près 5 mois, et on notera que le nombre d'infections symptomatiques confirmées était 17 dans le groupe placebo, 8 dans le groupe Tixas-Silga, donc une efficacité qui approche 80% et une différence qui était bien sûr très statistiquement significative. Avec un suivi un peu plus prolongé, allant à 6 mois, il y a eu des cas supplémentaires. Donc, au total, 31 dans le groupe placebo, 11 dans le groupe thérapeutique. Donc, finalement, une efficacité quelque peu accrue, encore statistiquement significative. C'est important de noter que le nombre d'infections dans le groupe traité n'a pas augmenté de façon significative entre le 5e et le 6e mois, nous rassurant que l'efficacité du produit, l'efficacité de l'intervention sur une période de 6 mois est quand même très bien préservée. Il n'y a aucun sous-groupe particulier qui répondait moins bien à l'intervention selon l'âge, le sexe, différentes comorbidités notées ici. Je pense que l'écart de confiance au niveau là, des gens d'autres races que blanches est quand même très large et le fait qu'une différence significative dans ces races-là n'a pas été démontrée, pour moi, là, ça témoigne que ces groupes-là étaient quand même trop petits pour pouvoir conclure là-dessus. On n'a aucune évidence qu'une différence de réponse à cette intervention selon la race. L'étude n'avait pas comme but principal d'évaluer les infections plus sévères ou les décès, mais c'est quand même important de noter que la COVID sévère ou les décès reliés à la COVID-19, il n'y en a pas eu dans le groupe d'intervention. Il y a eu 5 infections sévères et 2 décès dans le groupe placebo. Puis encore une fois, que je nous rappelle que la réduction du nombre de cas symptomatiques, qui était l'indicateur primaire de rendement de cette étude-là, était de l'ordre de 83% en faveur de l'intervention avec le Tixa et Silga. Maintenant, cette étude-là a été faite à l'époque où on n'avait pas encore les variants, donc les variants Omicron et leurs descendants qui dominent l'endémie à ce moment-ci. Il y a beaucoup de changements génétiques dans le variant Omicron, donc plus de 30 changements au niveau des acides aminés de la protéine spike de surface qui pourraient éventuellement réduire l'efficacité d'une intervention où le mécanisme est vraiment de s'attacher à la protéine de surface. Donc, on étudie le BA1, le BA2, le BA3. Il y a des dizaines de mutations, dont 32 mutations en commun qui affectent la protéine de surface. Et ceci est associé surtout avec le BA2, avec une augmentation d'infectivité du virus. Donc, ça devient quand même plus important d'être efficace de prévenir l'infection dans un contexte où le virus est quand même plus facilement transmissible. Des études in vitro et certaines études in vivo qui ont été faites pour évaluer l'efficacité du Tixa-Silga contre les nouveaux variants, le BA1, le BA2, démontrent une réduction d'efficacité qui pourrait être même de l'ordre de 100 à 200 fois, une réduction d'efficacité pour certains des variants. Mais on se rappellera qu'il y a quand même une marge de sécurité, je dirais, en termes de la concentration des anticorps qui pourrait être atteinte avec l'intervention qui pourrait nous protéger contre une réduction d'efficacité de cet ordre de grandeur-là. Il y aurait aussi potentiellement la possibilité d'augmenter le dosage d'administration du Tixa-Silga dans un tel contexte. C'est une autre alternative qui nous serait disponible. Donc, on ne pense pas vraiment là, que du côté clinique, contre ces variants-ci en particulier, qu'il n'y aurait pas de réduction de l'efficacité du produit. Maintenant, à l'intérieur de l'ère d'Omicron, une étude observationnelle qui a été complétée par Veterans Administration aux États-Unis, qui a identifié 1733 individus qui auraient reçu le Tixa-Silga et on a généré un groupe de contrôle qui devait être comparable à ces individus-là en termes de facteurs de risque
pour l'acquisition et la sévérité de l'infection à la COVID-19, mais qui n'auraient pas reçu le Tixa-Silga. Et je vous montre sur cette diapositive-là que le groupe de contrôle, qui était quand même 6 354 individus, était très semblable au groupe de 1 733 individus qui ont reçu le Tixa-Silga en termes de sexe, d'âge, de race, de statut vaccinal et d'obésité. Puis en termes des comorbidités cibles, que ce soit maladie cardiaque, maladie pulmonaire, rénale, immunosuppression ou autre, que c'était quand même des groupes qui étaient très comparables en termes de facteurs de risque pour la COVID sévère. Donc, en termes des résultats, dans toute la cohorte, que ce soit l'infection à la COVID, l'hospitalisation, mortalité, qui avait un bénéfice de l'ordre de 70 favorisant encore ceux qui ont reçu le Tixa-Silga. Ce bénéfice était protégé chez les gens sévèrement immunosupprimés et qui avait un bénéfice certain chez les gens qui n'étaient pas immunosupprimés avec peu ou pas d'infection chez les individus ayant reçu le Tixa-Silga. Et sur une base individuelle, sur une base de mortalité, d'hospitalisation et autres, il y avait un bénéfice. Et on a aussi évalué le taux d'infection urinaire chez ces deux groupes-là pour être certain que le groupe qui a reçu le Tixa-Silga n'était pas d'une certaine façon protégé contre toutes sortes d'infections. On n'aurait eu aucune raison de penser que le Tixa-Silga réduirait le nombre d'infections urinaires. Et puis, c'est rassurant de voir que selon cette variable-là, c'était identique dans les deux groupes-là. Donc, ça, c'est rassurant comme contrôle négatif. Montrez les données du côté graphique, vous verrez qu'en bleu, les gens qui ont reçu le Tixa-Silga étaient protégés durant toute la période d'observation qui était jusqu'à 100 jours, avec une différence qui était statistiquement significative à tous les moments qui ont été évalués à partir du jour 30. Donc, l'efficacité des vaccins est excellente, mais elle est réduite chez certaines personnes en termes de protection contre la COVID-19. C'est dans ce contexte-là que le Tixa-Silga a été rendu disponible. Il y a eu un essai clinique qui a été fait chez une population à risque qui a démontré un bénéfice de l'ordre de 80 versus le groupe placebo. C'est une intervention qui a été quand même très bien tolérée avec aucun événement sévère critique qui a été rapporté dans le groupe Tixa-Silga et aucun décès dans ce groupe-là. Avec l'évolution des variants, on pense que le Tixa-Silga a conservé son activité inhibitrice, mais il se peut qu'on doive considérer une dose augmentée dans le contexte des nouveaux variants. Et ceci est quand même très possible d'être administré. Il y a un besoin. Et je pense que le Tixa-Silga a répondu jusqu'à un certain point aux besoins qui est identifié chez un groupe qui pourrait être jusqu'à 3 de la population. Et c'est pour cela, je crois, que le produit est approuvé, autorisé dans beaucoup de pays, y compris le Canada. Donc, au Canada, c'est un produit qui est possible à administrer chez les individus de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kilos, qui sont immunosupprimés, immunovulnérables, ou chez qui la vaccination n'est pas recommandée, où il y a un effet secondaire très sévère, qui sont une contre-indication à procéder avec des vaccinations supplémentaires. C'est un produit qui est très facile à entreposer. La dose est de 300 mg. Il y aurait lieu de considérer une double dose dans le contexte actuel. Puis je pense que les recommandations vont nous venir en ce sens-là. C'est carrément une possibilité que nous pourrions envisager. C'est une injection intramusculaire, donc les gens chez qui ces injections-là sont contre-indiquées, on ne peut évidemment pas utiliser le produit. Ou si on a une raison à penser à une allergie ou à une hypersensitivité au produit. Donc, c'est deux petites bouteilles, deux petits flacons bien identifiés. On administre les deux dans deux injections séparées en même temps. C'est un produit qui ne doit pas être congelé. Les indications sont ce qu'elles sont chez les individus de 12 ans et plus, pesant 40 kilos ou plus. Et on pourrait le redonner 6 mois plus tard si nécessaire. Aucun ajustement de dose selon la grossesse, le poids, l'âge ou la dysfonction rénale.
Je ne lirai pas cette diapositive-ci, ça nous vient du NIH. Ce sont tous les facteurs d'immunosuppression qui pourraient éventuellement mener à considérer l'administration de Levuseld. Donc, je pense que moi, je l'interprète plus au sens très large, que si on a une raison particulière chez un individu de penser que le système immunitaire ne répondra pas de façon adéquate au vaccin, qu'on devrait considérer le Tixa-Silga. Maintenant, au Canada, on doit se rassurer que le produit est déjà préacheté par le gouvernement. Donc, il n'y a aucun coût aux contribuables, aucun coût au système provincial. Les seules limites dans son administration au niveau provincial ou territorial sont des limites logistiques ou des directives qui seraient imposées par le système de santé provincial ou par ses composantes. Je pense qu'en général, il y a des règlements qui sont différents d'une province d'un territoire à l'autre, mais il y a un consensus général autour des transplantés, des plus immunosupprimés, des gens qui auraient reçu là, des produits, par exemple, qui sont dirigés là, contre les cellules B, par exemple, là. Les B-cell depleting agents, qu'on dit en anglais, puis certains autres produits similaires. Je pense que si on a des individus qui ont une seule des comorbidités, en particulier l'âge, ou disons des gens qui vivent dans des communautés fermées où il pourrait avoir une transmission accrue de la COVID-19 si un ou deux individus deviennent infectés. Là, il y a moins de consensus. Je pense qu'il y a une discussion honnête à avoir, puis dans certains cas, Levuseld pourrait être considéré. Et puis, nous, on y pense en particulier au niveau de la transmission dans notre downtown Eastside à Vancouver, où les gens sont vraiment dans des conditions de vie qui augmentent la transmission de tous les virus ou les infections respiratoires, y compris la COVID-19. Donc, je pense que c'est important qu'on comprenne que ce produit-là est disponible et d'essayer de maximiser ses bénéfices pour nous aider à contrôler l'endémie de la COVID-19. Je vous remercie de votre attention.